L'histoire débuta, non pas dans les rues bruyantes d'un marché, mais dans l'ombre feutrée des couloirs de Bruxelles, là où un souffle presque imperceptible s'échappa. Une fuite minuscule si discrète qu'on aurait pu l'ignorer comme un courant d'air. Pourtant, ce murmure discret transportait une charge explosive, un bouleversement économique en gestation. Derrière des portes closes, Donald Trump, devant ses partenaires de l'OTAN, lâcha une déclaration glaciale, comme un hiver nucléaire, frapper l'Afrique avec des droits de douane, qu'il cède ou crève. Le message était limpide, brutal. Il ne s'agissait pas de textile ou de cacao. Non, ce que visaient les États-Unis, c'était l'essence vitale du continent africain, l'or noir et le métal jaune. Ces matières premières sans lesquelles les moteurs de l'Occident caleraient au premier virage. Trump le savait, si les BRICS verrouillaient ses ressources, l'architecture du pouvoir américain s'effondrerait comme un château de cartes. En Afrique, l'écho de cette menace prit la forme d'un ultimatum. Renoncez à votre liberté ou étouffez sous le joug économique. Mais à Ouagadougou, la réponse fut tout sauf soumise. Le capitaine Ibrahim Traoré, loin de fléchir, mit des mots clairs sur l'agression. Ce n'était pas de la diplomatie, c'était une attaque économique en costume 3 pièces. Plutôt que plier les chines, il affûta sa riposte. Ce qui allait s'ensuivre n'allait pas seulement secouer l'Afrique, c'était un coup de tonnerre qui ferait trembler les salons feutrés de l'OTAN et au-delà. Ce n'était pas un accident ni un oubli. Cette fuite venait du cœur du pouvoir du centre nerveux où tout s'était décidé à huis clos. Dans une salle barricadée de Bruxelles, Washington n'avait pas discuté, il avait dicté. L'ordre était clair, faire plier l'Afrique à coups de tarifs douaniers, jusqu'à la voir retomber dans la cage confortable de la dépendance. Pas de détour, pas d'hypocrisie. Les cibles, aussi visibles que les aiguilles d'une horloge, le pétrole et l'or, l'essence même de la survie économique de dizaines de nations. Sans eux, les usines européennes s'arrêteraient net, les marchés s'effondreraient et les puissances trembleraient. Dans cette assemblée de puissants, la plupart se contentèrent de hocher la tête yeux baissés. Tous, sauf un seul homme, rongé par sa conscience, ne put digérer l'ampleur du cynisme. Il comprenait trop bien ce que ce plan impliquait une guerre en cravate, où la misère serait une arme et la pauvreté un outil stratégique. Mais dénoncer tout cela à visage découvert, autant sauter dans le vide politique. Alors, il opta pour l'ombre. Une simple feuille, arrachée d'un dossier classé, trouva discrètement le chemin jusqu'au bureau d'un journaliste inconnu. Pas pour briller, pas pour manipuler, juste pour réveiller. L'article qui en sortit fut court, mais comme un coup de canon dans un silence de plomb, les États-Unis poussaient l'Europe à saboter les exportations africaines de matières premières, un étranglement économique méthodique, froid, calculé. À Ouagadougou, ce n'est pas une rumeur qu'Ibrahim Traoré entendit, mais un coup de tonnerre maquillé en murmure. Pas une fuite, non. Un aveu de guerre, une offensive directe contre la dignité d'un continent. En quelques battements de cœur, la nouvelle jaillit comme un éclair dans un champ sec. Le document secret, d'abord confidentiel, fit le tour des rédactions africaines à la vitesse d'un ouragan. Les manchettes éclatèrent sur les ondes. Et les journaux ? L'Europe veut mettre la main sur les trésors africains. Pendant ce temps, sur les réseaux, une même interrogation s'imposa implacable. Jusqu'à quand allons-nous courber les chines ? Traoré, lui, ne perdit pas un instant à digérer l'insulte. Avant que le soleil ne se lève, il avait déjà rassemblé son état-major. Dans la pièce, la tension était palpable, mais la détermination encore plus. Il parla sans détour, d'un ton sec comme une lame. « Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une histoire de taxes. C'est une tentative de nous déposséder. Ce qu'ils convoitent, c'est notre sang noir, notre or jaune. Et surtout notre liberté. Si on recule aujourd'hui-demain, nos enfants naîtront enchaînés.
À peine la matinée entamée, ses émissaires sillonnaient déjà le Sahel, Mali, Niger, Guinée, tous appelés d'urgence. Mais pas pour bavarder dans des salons feutrés. Traoré voulait une réunion d'hommes d'État lucides, pas de diplomates endormis. L'heure n'était plus à la politesse mais à la survie collective. Quelques jours à peine après le choc, un sommet se tint en secret. Pas dans les couloirs feutrés de Genève, ni sous les lustres dorés de Paris. Non. Ce rendez-vous crucial eut lieu en pleine terre africaine, là où le sable rouge connaît la vérité mieux que les diplomates en cravate. Derrière des portes massives et gardées, l'ambiance était électrique. Pas un mot de trop, pas un regard perdu, juste de la colère contenue et des convictions prêtes à éclater. Un à un, les chefs d'État déballèrent le même constat amer des décennies, à signer des accords écrits dans l'ombre, à voir leurs ressources pompées par d'autres, pendant que leurs peuples, eux, creusaient des puits à main nue. Les contrats flous, les bénéfices envolés, le résultat. Des villages sans électricité, pendant que les pipelines servaient des capitales lointaines. Mais cette fois, la rengaine était différente. Il ne s'agissait plus de tendre la main pour quémander, mais de serrer les poings pour tenir debout. Et c'est Traoré qui brisa le silence, les yeux clairs, la voix ferme. Qu'il nous taxe, très bien. Alors, nous couperons les vannes. Plus une goutte de pétrole, plus un gramme d'or n'atteindra leur port. Et nous ferons affaire avec ceux qui nous parlent, les yeux dans les yeux. Un silence de marbre s'abattit. Puis lentement, une par une, les têtes se mirent à hocher. Oui, c'était un saut dans l'inconnu. Oui, le risque était immense. Mais pour la première fois depuis longtemps, l'Afrique parlait d'une seule voix, et elle ne tremblait pas. La décision ne fut pas annoncée en grande pompe, ni lue par un porte-parole en cravate. Elle se répandit autrement, portée par les murmures des marchés, les chansons des rues, les ondes grésillantes des radios communautaires. En quelques heures, les quartiers de Ouagadougou, les ruelles de Bamako et les avenues de Niamey résonnaient d'une même clameur, qu'ils prennent notre or, notre pétrole s'ils l'osent, mais ils n'auront jamais notre honneur. Là, entre les étals de tomates et les sacs de mil, les conversations baissaient d'un ton. On parlait pénurie, flambée des prix médicaments manquants. Dans les hameaux où la poussière est plus vieille que les cartes géographiques, les paysans comptaient leurs sacs de riz avec inquiétude. Les maires, eux, faisaient les comptes, assez de budget pour les écoles. Pour les vaccins, l'équilibre était si mince qu'un souffle pouvait tout faire basculer. Et pourtant, derrière les doutes, un feu plus ancien s'était rallumé la fierté. Trop longtemps, les richesses d'Afrique avaient pris la route des cargos pendant que ceux qui les extrayaient n'avaient même pas l'eau courante. Trop souvent, on leur offrait des miettes en échange de leur silence. Mais cette fois, l'histoire débuta, non pas dans les rues bruyantes d'un marché, mais dans l'ombre feutrée des couloirs de Bruxelles, là où un souffle presque imperceptible s'échappa. Une fuite minuscule si discrète qu'on aurait pu l'ignorer comme un courant d'air. Pourtant, ce murmure discret transportait une charge explosive, un bouleversement économique en gestation. Derrière des portes closes, Donald Trump, devant ses partenaires de l'OTAN, lâcha une déclaration glaciale, comme un hiver nucléaire, frapper l'Afrique avec des droits de douane, qu'il cède ou crève. Le message était limpide, brutal. Il ne s'agissait pas de textile ou de cacao. Non, ce que visaient les États-Unis, c'était l'essence vitale du continent africain, l'or noir et le métal jaune. Ces matières premières sans lesquelles les moteurs de l'Occident caleraient au premier virage. Trump le savait, si les BRICS verrouillaient ses ressources, l'architecture du pouvoir américain s'effondrerait comme un château de cartes. En Afrique, l'écho de cette menace prit la forme d'un ultimatum. Renoncez à votre liberté ou étouffez sous le joug économique. Mais à Ouagadougou, la réponse fut tout sauf soumise.
Le capitaine Ibrahim Traoré, loin de fléchir, mit des mots clairs sur l'agression. Ce n'était pas de la diplomatie, c'était une attaque économique en costume 3 pièces. Plutôt que plier les chines, il affûta sa riposte. Ce qui allait s'ensuivre n'allait pas seulement secouer l'Afrique, c'était un coup de tonnerre qui ferait trembler les salons feutrés de l'OTAN et au-delà. Ce n'était pas un accident ni un oubli. Cette fuite venait du cœur du pouvoir du centre nerveux où tout s'était décidé à huis clos. Dans une salle barricadée de Bruxelles, Washington n'avait pas discuté, il avait dicté. L'ordre était clair, faire plier l'Afrique à coups de tarifs douaniers, jusqu'à la voir retomber dans la cage confortable de la dépendance. Pas de détour, pas d'hypocrisie. Les cibles, aussi visibles que les aiguilles d'une horloge, le pétrole et l'or, l'essence même de la survie économique de dizaines de nations. Sans eux, les usines européennes s'arrêteraient net, les marchés s'effondreraient et les puissances trembleraient. Dans cette assemblée de puissants, la plupart se contentèrent de hocher la tête yeux baissés. Tous, sauf un seul homme, rongé par sa conscience, ne put digérer l'ampleur du cynisme. Il comprenait trop bien ce que ce plan impliquait une guerre en cravate, où la misère serait une arme et la pauvreté un outil stratégique. Mais dénoncer tout cela à visage découvert, autant sauter dans le vide politique. Alors, il opta pour l'ombre. Une simple feuille, arrachée d'un dossier classé, trouva discrètement le chemin jusqu'au bureau d'un journaliste inconnu. Pas pour briller, pas pour manipuler, juste pour réveiller. L'article qui en sortit fut court, mais comme un coup de canon dans un silence de plomb, les États-Unis poussaient l'Europe à saboter les exportations africaines de matières premières, un étranglement économique méthodique, froid, calculé. À Ouagadougou, ce n'est pas une rumeur qu'Ibrahim Traoré entendit, mais un coup de tonnerre maquillé en murmure. Pas une fuite, non. Un aveu de guerre, une offensive directe contre la dignité d'un continent. En quelques battements de cœur, la nouvelle jaillit comme un éclair dans un champ sec. Le document secret, d'abord confidentiel, fit le tour des rédactions africaines à la vitesse d'un ouragan. Les manchettes éclatèrent sur les ondes. Et les journaux ? L'Europe veut mettre la main sur les trésors africains. Pendant ce temps, sur les réseaux, une même interrogation s'imposa implacable. Jusqu'à quand allons-nous courber les chines ? Traoré, lui, ne perdit pas un instant à digérer l'insulte. Avant que le soleil ne se lève, il avait déjà rassemblé son état-major. Dans la pièce, la tension était palpable, mais la détermination encore plus. Il parla sans détour, d'un ton sec comme une lame. « Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une histoire de taxes. C'est une tentative de nous déposséder. Ce qu'ils convoitent, c'est notre sang noir, notre or jaune. Et surtout notre liberté. Si on recule aujourd'hui-demain, nos enfants naîtront enchaînés. » À peine la matinée entamée, ses émissaires sillonnaient déjà le Sahel, Mali, Niger, Guinée, tous appelés d'urgence. Mais pas pour bavarder dans des salons feutrés. Traoré voulait une réunion d'hommes d'État lucides, pas de diplomates endormis. L'heure n'était plus à la politesse mais à la survie collective. Quelques jours à peine après le choc, un sommet se tint en secret. Pas dans les couloirs feutrés de Genève, ni sous les lustres dorés de Paris. Non, ce rendez-vous crucial eut lieu en pleine terre africaine, là où le sable rouge connaît la vérité mieux que les diplomates en cravate. Derrière des portes massives et gardées, l'ambiance était électrique. Pas un mot de trop, pas un regard perdu, juste de la colère contenue et des convictions prêtes à éclater. Un à un, les chefs d'État déballèrent le même constat amer des décennies, à signer des accords écrits dans l'ombre, à voir leurs ressources pompées par d'autres, pendant que leurs peuples, eux, creusaient des puits à main nue. Les contrats flous, les bénéfices envolés, le résultat. Des villages sans électricité, pendant que les pipelines servaient des capitales lointaines. Mais cette fois, la rengaine était différente. L'histoire débuta,
non pas dans les rues bruyantes d'un marché, mais dans l'ombre feutrée des couloirs de Bruxelles, là où un souffle presque imperceptible s'échappa. Une fuite minuscule si discrète qu'on aurait pu l'ignorer comme un courant d'air. Pourtant, ce murmure discret transportait une charge explosive, un bouleversement économique en gestation. Derrière des portes closes, Donald Trump, devant ses partenaires de l'OTAN, lâcha une déclaration glaciale, comme un hiver nucléaire, frapper l'Afrique avec des droits de douane, qu'il cède ou crève. Le message était limpide, brutal. Il ne s'agissait pas de textile ou de cacao. Non, ce que visaient les États-Unis, c'était l'essence vitale du continent africain, l'or noir et le métal jaune. Ces matières premières sans lesquelles les moteurs de l'Occident caleraient au premier virage. Trump le savait, si les BRICS verrouillaient ses ressources, l'architecture du pouvoir américain s'effondrerait comme un château de cartes. En Afrique, l'écho de cette menace prit la forme d'un ultimatum. Renoncez à votre liberté ou étouffez sous le joug économique. Mais à Ouagadougou, la réponse fut tout sauf soumise. Le capitaine Ibrahim Traoré, loin de fléchir, l'histoire débuta, non pas dans les rues bruyantes d'un marché, mais dans l'ombre feutrée des couloirs de Bruxelles, là où un souffle presque imperceptible s'échappa. Une fuite minuscule si discrète qu'on aurait pu l'ignorer comme un courant d'air. Pourtant, ce murmure discret transportait une charge explosive, un bouleversement économique en gestation. Derrière des portes closes, Donald Trump, devant ses partenaires de l'OTAN, lâcha une déclaration glaciale, comme un hiver nucléaire, frapper l'Afrique avec des droits de douane, qu'il cède ou crève. Le message était limpide, brutal. Il ne s'agissait pas de textile ou de cacao. Non, ce que visaient les États-Unis, c'était l'essence vitale du continent africain, l'or noir et le métal jaune. Ces matières premières sans lesquelles les moteurs de l'Occident caleraient au premier virage. Trump le savait, si les BRICS verrouillaient ses ressources, l'architecture du pouvoir américain s'effondrerait comme un château de cartes. En Afrique, l'écho de cette menace prit la forme d'un ultimatum. Renoncez à votre liberté ou étouffez sous le joug économique. Mais à Ouagadougou, la réponse fut tout sauf soumise. Le capitaine Ibrahim Traoré, loin de fléchir, mit des mots clairs sur l'agression. Ce n'était pas de la diplomatie, c'était une attaque économique en costume 3 pièces. Plutôt que plier les chines, il affûta sa riposte. Ce qui allait s'ensuivre n'allait pas seulement secouer l'Afrique, c'était un coup de tonnerre qui ferait trembler les salons feutrés de l'OTAN et au-delà. Ce n'était pas un accident ni un oubli. Cette fuite venait du cœur du pouvoir du centre nerveux où tout s'était décidé à huis clos. Dans une salle barricadée de Bruxelles, Washington n'avait pas discuté, il avait dicté. L'ordre était clair, faire plier l'Afrique à coups de tarifs douaniers, jusqu'à la voir retomber dans la cage confortable de la dépendance. Pas de détour, pas d'hypocrisie. Les cibles, aussi visibles que les aiguilles d'une horloge, le pétrole et l'or, l'essence même de la survie économique de dizaines de nations. Sans eux, les usines européennes s'arrêteraient net, les marchés s'effondreraient et les puissances trembleraient. Dans cette assemblée de puissants, la plupart se contentèrent de hocher la tête yeux baissés. Tous, sauf un seul homme, rongé par sa conscience, ne put digérer l'ampleur du cynisme. Il comprenait trop bien ce que ce plan impliquait, une guerre en cravate, où la misère serait une arme et la pauvreté un outil stratégique. Mais dénoncer tout cela à visage découvert, autant sauter dans le vide politique. Alors, il opta pour l'ombre. Une simple feuille, arrachée d'un dossier classé, trouva discrètement le chemin jusqu'au bureau d'un journaliste inconnu. Pas pour briller, pas pour manipuler, juste pour réveiller. L'article qui en sortit fut court, mais comme un coup de canon dans un silence de plomb, les États-Unis poussaient l'Europe à saboter les exportations africaines de matières premières
un étranglement économique méthodique, froid, calculé. À Ouagadougou, ce n'est pas une rumeur qu'Ibrahim Traoré entendit, mais un coup de tonnerre maquillé en murmure. Pas une fuite, non. Un aveu de guerre, une offensive directe contre la dignité d'un continent. En quelques battements de cœur, la nouvelle jaillit comme un éclair dans un champ sec. Le document secret, d'abord confidentiel, fit le tour des rédactions africaines à la vitesse d'un ouragan. Les manchettes éclatèrent sur les ondes. Et les journaux ? L'Europe veut mettre l'histoire débuta, non pas dans les rues bruyantes d'un marché, mais dans l'ombre feutrée des couloirs de Bruxelles, là où un souffle presque imperceptible s'échappa. Une fuite minuscule si discrète qu'on aurait pu l'ignorer comme un courant d'air. Pourtant, ce murmure discret transportait une charge explosive, un bouleversement économique en gestation. Derrière des portes closes, Donald Trump, devant ses partenaires de l'OTAN, lâcha une déclaration glaciale, comme un hiver nucléaire, frapper l'Afrique avec des droits de douane, qu'il cède ou crève. Le message était limpide, brutal. Il ne s'agissait pas de textile ou de cacao. Non, ce que visaient les États-Unis, c'était l'essence vitale du continent africain, l'or noir et le métal jaune. Ces matières premières sans lesquelles les moteurs de l'Occident caleraient au premier virage. Trump le savait, si les BRICS verrouillaient ses ressources, l'architecture du pouvoir américain s'effondrerait comme un château de cartes. En Afrique, l'écho de cette menace prit la forme d'un ultimatum. Renoncez à votre liberté ou étouffez sous le joug économique. Mais à Ouagadougou, la réponse fut tout sauf soumise. Le capitaine Ibrahim Traoré, loin de fléchir, mit des mots clairs sur l'agression. Ce n'était pas de la diplomatie, c'était une attaque économique en costume 3 pièces. Plutôt que plier les chines, il affûta sa riposte. Ce qui allait s'ensuivre n'allait pas seulement secouer l'Afrique, c'était un coup de tonnerre qui ferait trembler les salons feutrés de l'OTAN et au-delà. Ce n'était pas un accident ni un oubli. Cette fuite venait du cœur du pouvoir du centre nerveux où tout s'était décidé à huis clos. Dans une salle barricadée de Bruxelles, Washington n'avait pas discuté, il avait dicté. L'ordre était clair, faire plier l'Afrique à coups de tarifs douaniers, jusqu'à la voir retomber dans la cage confortable de la dépendance. Pas de détour, pas d'hypocrisie. Les cibles, aussi visibles que les aiguilles d'une horloge, le pétrole et l'or, l'essence même de la survie économique de dizaines de nations. Sans eux, les usines européennes, l'histoire débuta, non pas dans les rues bruyantes d'un marché, mais dans l'ombre feutrée des couloirs de Bruxelles, là où un souffle presque imperceptible s'échappa. Une fuite minuscule si discrète qu'on aurait pu l'ignorer comme un courant d'air. Pourtant, ce murmure discret transportait une charge explosive, un bouleversement économique en gestation. Derrière des portes closes, Donald Trump, devant ses partenaires de l'OTAN, lâcha une déclaration glaciale, comme un hiver nucléaire, frapper l'Afrique avec des droits de douane, qu'il cède ou crève. Le message était limpide, brutal. Il ne s'agissait pas de textile ou de cacao. Non, ce que visaient les États-Unis, c'était l'essence vitale du continent africain, l'or noir et le métal jaune. Ces matières premières sans lesquelles les moteurs de l'Occident caleraient au premier virage. Trump le savait, si les BRICS verrouillaient ses ressources, l'architecture du pouvoir américain s'effondrerait comme un château de cartes. En Afrique, l'écho de cette menace prit la forme d'un ultimatum. Renoncez à votre liberté ou étouffez sous le joug économique. Mais à Ouagadougou, la réponse fut tout sauf soumise. Le capitaine Ibrahim Traoré, loin de fléchir, mit des mots clairs sur l'agression. Ce n'était pas de la diplomatie, c'était une attaque économique en costume 3 pièces. Plutôt que plier les chines, il affûta sa riposte. Ce qui allait s'ensuivre n'allait pas seulement secouer l'Afrique,
C'était un coup de tonnerre qui ferait trembler les salons feutrés de l'OTAN et au-delà. Ce n'était pas un accident ni un oubli. Cette fuite venait du cœur du pouvoir du centre nerveux où tout s'était décidé à huis clos. Dans une salle barricadée de Bruxelles, Washington n'avait pas discuté, il avait dicté. L'ordre était clair, faire plier l'Afrique à coups de tarifs douaniers, jusqu'à la voir retomber dans la cage confortable de la dépendance. Pas de détour, pas d'hypocrisie. Les cibles, aussi visibles que les aiguilles d'une horloge, le pétrole et l'or, l'essence même de la survie économique de dizaines de nations. Sans eux, les usines européennes s'arrêteraient net, les marchés s'effondreraient et les puissances trembleraient. Dans cette assemblée de puissants, la plupart se contentèrent de hocher la tête yeux baissés. Tous, sauf un seul homme, rongé par sa conscience, ne put digérer l'ampleur du cynisme. Il comprenait trop bien ce que ce plan impliquait une guerre en cravate, où la misère serait une arme et la pauvreté un outil stratégique. Mais dénoncer tout cela à visage découvert, autant sauter dans le vide politique. Alors, il opta pour l'ombre. Une simple feuille, arrachée d'un dossier classé, trouva discrètement le chemin jusqu'au bureau d'un journaliste inconnu. Pas pour briller, pas pour manipuler, juste pour réveiller. L'article qui en sortit fut court, mais comme un coup de canon dans un silence de plomb, les États-Unis poussaient l'Europe à saboter les exportations africaines de matières premières, un étranglement économique méthodique, froid, calculé. À Ouagadougou, ce n'est pas une rumeur qu'Ibrahim Traoré entendit, mais un coup de tonnerre maquillé en murmure. Pas une fuite, non. Un aveu de guerre, une offensive directe contre la dignité d'un continent. En quelques battements de cœur, la nouvelle jaillit comme un éclair dans un champ sec. Le document secret, d'abord confidentiel, fit le tour des rédactions africaines à la vitesse d'un ouragan. Les manchettes éclatèrent sur les ondes. Et les journaux, l'Europe veut mettre la main sur les trésors africains. Pendant ce temps, sur les réseaux, une même interrogation s'imposa implacable. Jusqu'à quand allons-nous courber l'échine ? Traoré, lui, ne perdit pas un instant à digérer l'insulte. Avant que le soleil ne se lève, il avait déjà rassemblé son état-major. Dans la pièce, la tension était palpable, mais la détermination encore plus. Il parla sans détour, d'un ton sec comme une lame. « Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une histoire de taxes. C'est une tentative de nous déposséder. Ce qu'ils convoitent, c'est notre sang noir, notre or jaune, et surtout notre liberté. Si on recule aujourd'hui-demain, nos enfants naîtront enchaînés. » À peine la matinée entamée, ses émissaires sillonnaient déjà le Sahel, Mali, Niger, Guinée, tous appelés d'urgence. Mais pas pour bavarder dans des salons feutrés. Traoré voulait une réunion d'hommes d'État lucides, pas de diplomates endormis. L'heure n'était plus à la politesse, mais à la survie collective. Quelques jours à peine après le choc, un sommet se tint en secret. Pas dans les couloirs feutrés de Genève, ni sous les lustres dorés de Paris. Non. Ce rendez-vous crucial eut lieu en pleine terre africaine, là où le sable rouge connaît la vérité mieux que les diplomates en cravate. Derrière des portes massives et gardées, l'ambiance était électrique. Pas un mot de trop, pas un regard perdu, juste de la colère contenue et des convictions prêtes à éclater. Un à un, les chefs d'État déballèrent le même constat amer des décennies, à signer des accords écrits dans l'ombre, à voir leurs ressources pompées par d'autres, pendant que leurs peuples, eux, creusaient des puits à main nue. Les contrats flous, les bénéfices envolés, le résultat. Des villages sans électricité, pendant que les pipelines servaient des capitales lointaines. Mais cette fois, la rengaine était différente. Il ne s'agissait plus de tendre la main pour quémander, mais de serrer les poings pour tenir debout. Et c'est Traoré qui brisa le silence, les yeux clairs, la voix ferme. Qu'il nous taxe, très bien. Alors, nous couperons les vannes. Plus une goutte de pétrole, plus un gramme d'or n'atteindra leur port.
et nous ferons affaire avec ceux qui nous parlent, les yeux dans les yeux. » Un silence de marbre s'abattit. Puis lentement, une par une, les têtes se mirent à hocher. Oui, c'était un saut dans l'inconnu. Oui, le risque était immense. Mais pour la première fois depuis longtemps, l'Afrique parlait d'une seule voix, et elle ne tremblait pas. La décision ne fut pas annoncée en grande pompe, ni lue par un porte-parole en cravate. Elle se répandit autrement, portée par les murmures des marchés, les chansons des rues, les ondes grésillantes des radios communautaires. En quelques heures, les quartiers de Ouagadougou, les ruelles de Bamako et les avenues de Niamey résonnaient d'une même clameur: qu'ils prennent notre or, notre pétrole s'ils l'osent, mais ils n'auront jamais notre honneur. Là, entre les étals de tomates et les sacs de mil, les conversations baissaient d'un ton. On parlait pénurie, flambée des prix médicaments manquants. Dans les hameaux où la poussière est plus vieille que les cartes géographiques, les paysans comptaient leurs sacs de riz avec inquiétude. Les maires, eux, faisaient les comptes, assez de budget pour les écoles. Pour les vaccins, l'équilibre était si mince qu'un souffle pouvait tout faire basculer. Et pourtant, derrière les doutes, un feu plus ancien s'était rallumé la fierté. Trop longtemps, les richesses d'Afrique avaient pris la route des cargos pendant que ceux qui les extrayaient n'avaient même pas l'eau courante. Trop souvent, on leur offrait des miettes en échange de leur silence. Mais cette fois, les dirigeants ne baissaient plus la tête. Cette fois, ils refusaient. Et ce simple mot non réveilla une génération entière. Sur la place de l'Indépendance à Ouagadougou, un étudiant leva une pancarte tremblante mais puissante. « Je préfère avoir faim 1 an que d'être esclave pour 100. » Un rugissement monta brut et profond, comme si le continent tout entier venait de retrouver sa voix. Traoré n'était pas naïf. Il mesurait chaque conséquence, chaque impact. Il savait pertinemment qu'en fermant les vannes de l'or et du pétrole, c'était tout un continent qui allait devoir se serrer la ceinture. Le sacrifice serait réel, palpable, douloureux. Mais lorsqu'il s'adressa à la nation, en direct de droit dans la caméra, il ne parla ni de peur ni de consolation. Il lança un message, comme on lance une torche dans la nuit. Peut-être que la fin viendra. Peut-être que la douleur sera là. Mais je préfère la souffrance debout que le confort à genoux. Et ce fut comme si ces mots avaient réveillé une force oubliée. Dans les campagnes comme dans les villes, les gens ne se voyaient plus comme des victimes du système, mais comme les acteurs d'un combat historique. Les rues bruissaient de solidarité. De bouche en bouche, d'un village à l'autre, une phrase s'imposa. « Tenez bon, nous sommes là !» Pendant ce temps, de l'autre côté de la Méditerranée, le séisme frappa l'Europe de plein fouet. Ce que les bourses considéraient jusque-là comme de simples données lointaines devint brutalement un cauchemar éveillé. À Francfort, les traders virent les prix de l'or grimper comme une fusée sans frein. Leurs écrans clignotaient comme des alarmes. À Paris, dans les bureaux bien éclairés du secteur nucléaire, un murmure de panique s'éleva. Plus de la moitié de l'uranium français venait du Niger. Et cette source s'asséchait. À Milan, c'était la consternation. Les patrons de l'automobile électrique se réunissaient en urgence. Sans le cobalt et le lithium du Congo, les chaînes de production s'arrêteraient net. Leur grande révolution verte s'apprêtait à mourir, avant même d'avoir réellement commencé. Ce n'était pas le cacao ni le coton qui déclenchaient les sueurs froides. Non. Ce qui faisait vraiment trembler les couloirs du pouvoir, c'était l'or noir et l'or tout court, le sang souterrain du continent africain. Le pétrole du Sahel, pompé en silence et transporté via le golfe de Guinée, faisait battre le cœur des raffineries méditerranéennes. Quant à l'or, il circulait comme une artère invisible entre le Mali, le Burkina Faso et les coffres-forts européens. Sans ces ressources, plus rien ne fonctionnait. Pas un moteur, pas un système bancaire. Ce n'était pas du commerce. C'était une perfusion. Et soudain, cette perfusion avait un nom, Traoré, et une main ferme sur le robinet. À Bruxelles, l'effet fut immédiat. Ministres, technocrates et stratèges se ruèrent dans des salles de réunion étouffantes.
le regard plus inquiet que jamais. Officiellement, il continuait de parler d'aide au développement, de partenariat équitable, de croissance partagée. Mais entre les lignes des documents posés devant eux, une vérité bien moins glorieuse leur sautait aux yeux, c'est l'Europe qui ne pouvait plus se passer de l'Afrique. Et cette fois, personne n'eut l'audace de le nier. Le discours politiquement correct volait en éclats. Pour la première fois depuis très très longtemps, l'illusion de supériorité avait changé de camp. Derrière les portes closes de Bruxelles, l'ambiance vira à l'électricité. Sur les écrans de visioconférence, la voix de Washington claquait comme un fouet. Il faut serrer la vis, tarifs, blocus, restrictions. L'Afrique finira par ramper une fois ses coffres vides. Mais tout le monde ne buvait pas ces mots comme du petit lait. Certains ministres européens restaient figés devant des courbes inquiétantes des usines de raffinage à l'arrêt des lingots d'or en chute libre des contrats de cobalt, glissant lentement mais sûrement entre les doigts européens pour filer en direction de Pékin. L'effet boomerang était clair, comme le jour frapper l'Afrique, c'était aussi s'aborder leur propre économie. C'est un ministre allemand, le premier, qui osa briser le concert de hochements de tête. Sa voix basse mais ferme fendit le silence. En voulant les punir, c'est nous qu'on frappe. Notre industrie automobile meurt sans le cobalt congolais. Nos centrales s'arrêtent sans l'uranium nigérien. Un silence pesant s'abattit.